Bonjour tout le monde, officiellement bienvenue. Bonjour à tout le monde en ligne. On est heureux que vous vous joigniez à nous aujourd'hui. Vous êtes plus de 1000 personnes en ligne aujourd'hui qui avaient accepté l'invitation. On est heureux d'être ici, tous réunis pour une discussion importante sur un sujet qui nous tient à cœur. Madame Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval, présidente du Conseil de l'innovation. Bonjour Sophie. Bonjour Luc. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour animer cette discussion. Mais sans plus tarder, on est accueillis dans les studios de l'INO, dans un lieu extraordinaire. Et pour nous dire un petit mot de bienvenue, j'inviterai le PDG de l'INO, Alain Chandonnet, à venir nous dire bonjour. On l'applaudit bien fort. Merci, Luc. Merci tout le monde d'être ici aujourd'hui. Évidemment, c'est un grand plaisir pour nous d'accueillir des gens qui ont l'innovation à cœur, qui ont choisi d'en faire une profession. Je suis certain que tout le monde ici va être pendu à vos lèvres. Vous avez travaillé fort, vous allez nous révéler des belles choses. Alors, un grand merci à Sophie, au Conseil de l'innovation, à Luc, Mme Vézina aussi. Merci de nous avoir choisis pour cet événement aujourd'hui. Et on est des participants dans l'écosystème, on va le rester, on est des partenaires et ça va nous faire un grand plaisir de continuer à vous assister. Alors, merci beaucoup, un grand nombre de participants. Nous sommes ravis de vous avoir. Alors, merci place beaucoup, Alain. au Conseil de l'innovation. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci. Alors, Sophie. Écoutez, à mon tour de vous dire bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de fierté, mais humilité aussi, là, qu'on va vous présenter le rapport et ses recommandations. C'est un rapport qui a été réalisé dans le cadre d'un mandat qui nous a été confié par le gouvernement du Québec, qui a été confié au Conseil de l'innovation du Québec et qui a été déposé au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ainsi qu'au ministère des Finances du Québec. Le mandat nous a permis d'examiner les incitatifs à la recherche-développement, R&D, des entreprises. Et l'objectif était de réfléchir au comment on peut augmenter l'impact de ces entreprises, de ces indices, de ces incitatifs, excusez-moi. Comment on peut aussi mieux adapter les incitatifs à la réalité des entreprises québécoises. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont contribué, des organisations qui nous ont aidés. Je veux les remercier d'entrée de jeu. Elles ont investi temps et effort, puis elles ont nourri la réflexion qu'on a menée. Les recommandations qui en émergent, je suis assez convaincue de ça, vont faire avancer le débat. Je suis sûre qu'elles ne vont pas vous laisser sans intérêt. Des débats qui sont nécessaires pour l'avenir de notre économie et de la société au Québec. Alors, avant de vous présenter les recommandations, je pense qu'il est important de faire une bonne évaluation d'état des lieux sur la R&D au Québec d'entrée de jeu, et puis après, on pourra entamer les présentations des recommandations. Bien oui, merci Sophie. La situation au niveau de la R&D, je pense que d'abord, il faut reculer d'un pas puis parler du niveau de vie au Canada, productivité au Canada, au Québec. Quand on regarde les données de la chaire Walters sur la productivité ici, qui nous montre à quel point, depuis des décennies, la situation de la nation a changé beaucoup. On n'est plus dans la nation riche où nous sommes nés. Et le déclin du niveau de vie, qui est la création de richesses, le PIB par habitant, nous inquiète. Quand on regarde la productivité, on est chanceux depuis quelques années. On vit un rattrapage important pour se ramener au niveau de l'Ontario. On entend beaucoup M. Legault nous rappeler l'importance de la productivité. Ça fait partie des priorités économiques. Mais pourquoi c'est important dans la société québécoise? C'est que ce rattrapage-là, d'arriver à un niveau de création de richesse par heure travaillée, par personne au Québec, d'avoir la même création de richesse que l'Ontario, ça représenterait 52 milliards de plus de PIB au Québec, 11 milliards de plus de revenus fiscaux pour les priorités de la nation, les priorités en éducation, en recherche, les priorités du côté de la santé et tous les besoins que l'on veut combler.
l'innovation, la R&D, ça fait partie de la solution. Dans la grande enquête du Conseil de l'innovation, grande enquête 2022, je vous inviterai bientôt à venir au dévoilement des résultats de la grande enquête 2024. Mais les dirigeants sondés ont montré que ceux qui font des projets d'innovation ont une expectative de croissance 2,5 fois plus grande. Ceux qui font des projets d'innovation ont une expectative d'exportation aussi 2,5 fois plus grande. Quand on leur pose la question, qu'est-ce que ça a donné pour vous? Qu'est-ce que ça donne de faire de la R&D? Bien, ça donne une augmentation de la productivité pour 68 d'entre eux. 65 d'entre eux nous disent que ça les aide à attirer la main-d'œuvre. Les gens veulent venir travailler dans des entreprises qui investissent en innovation, en R&D, qui font des projets. Ça les aide évidemment dans le développement de nouveaux marchés, mais aussi dans la réduction des coûts. Et le ministère des Finances du Québec ont examiné les données de la fiscalité et pour démontrer clairement, noir sur blanc, que les PME qui ont fait des projets d'R&D versus des PME semblables qui n'en ont pas fait, sur une échelle de 8 ans, vont se retrouver avec 13 de plus d'actifs, 25 de plus de chiffre d'affaires et 27 de plus de niveau de rentabilité. Et ça, ce n'est pas des opinions, ça, c'est les données fiscales, les données que les entreprises rapportent. Le problème, c'est que la R&D des entreprises est en déclin par rapport au PIB. La situation au Québec s'améliore un petit peu dernièrement, mais depuis 20 ans, plus de 20 ans, la R&D des entreprises décline par rapport au PIB. Celle au Canada aussi. On se compare toujours à l'Ontario, mais le Canada, ce n'est pas la référence. Parmi les pays de l'OCDE, la somme des pays de l'OCDE ont une R&D qui est en forte croissance. Celle, évidemment, des pays semblables, on ne veut même plus se comparer aux États-Unis. Mais pendant que l'OCDE accélère, nous, on ralentit. C'est une situation qui doit être adressée. Il y a différents moyens de soutenir, de donner des incitatifs à la R&D des entreprises. On parle évidemment des crédits d'impôt à la R&D, les mesures fiscales, les subventions, les financements directs aux entreprises, des incitatifs indirects aussi. On est à l'INO ici, un centre de recherche publique qui est au service des entreprises avec des experts et des ressources. C'est un exemple. Il y a aussi des incitatifs, des moyens non financiers. Vous êtes, vous tous, beaucoup dans le milieu pour aider les entreprises, pas avec des financements. Les nations dans le monde ont une tendance tranquillement, quand on regarde l'ensemble des nations de l'OCDE, à migrer vers des crédits d'impôt à la R&D, de plus en plus, pour toutes sortes de raisons. Au Canada, au Québec, on a déjà fait beaucoup ce virage-là, tandis que les nations sont à environ 60 de proportion vers les crédits d'impôt. Au Québec, on est à peut-être 70-75 selon ce qu'on considère, on va en reparler. Les entreprises utilisent en fait peu les crédits d'impôt, peu les subventions. Les entreprises au Québec innovent, font de la R&D surtout avec leur financement propre, leurs propres ressources. C'est important donc de comprendre ça parce que les actions qu'on va prendre devront aussi aller plus loin que juste adapter les financements et considérer d'autres actions. Enfin, les entreprises, vous allez entendre les travaux réalisés. Merci beaucoup Denis Gauvreau qui est présent ici. Merci beaucoup à plein de gens qui ont travaillé. On a sondé les entreprises avec un sondage léger, 750 participants. On a interviewé 130 personnes du milieu, une quarantaine d'entreprises. Et le facteur numéro 1 dans leur décision d'utiliser les aides, les soutiens, c'est la facilité, la simplicité du processus. Dans ce qu'ils nous ont dit, d'autre part, ils réalisent que les règles sont de plus en plus restrictives au niveau des crédits d'impôt. Il y a un gros problème de main-d'œuvre pour faire la R&D chez soi. Les questions de propriété intellectuelle les inquiètent. Il y a des silos au niveau des offres et des programmes, des enjeux. Alors, ce qui nous mène, Sophie, à ce mandat qui a été confié par le gouvernement au Conseil. Alors, le mandat, j'ai commencé à l'effleurer en vous parlant de la perspective d'optimiser le modèle québécois afin d'améliorer la performance du Québec en matière d'innovation,
Ça, c'est le grand objectif. Il faut savoir aussi que notre réflexion devait également inclure l'exploration de nouveaux modèles d'intervention et de nouvelles formes d'aide financière. Et, plus encore, nous avions le mandat de nous assurer que les modifications que nous présentions pour appuyer la R&D puissent être implantées à coût nul. Alors ça, c'est pas facile. Ça, quand la troisième ligne arrive, tu te dis, ouf, est-ce qu'on va réussir? Mais en fait, et puis Luc a bien mis la table, la réflexion a beaucoup porté sur le mix de politique. Est-ce qu'on a le bon ensemble de politiques pour soutenir l'innovation? Et c'est vraiment ce qu'on a fait. Le mandat il incluait les 4 types d'aides déployées actuellement par le gouvernement. Luc les a nommés de façon générique. L'aide financière directe versée aux entreprises qui est faite sous forme de prêts et de subventions. L'aide qui se rapporte à des mesures fiscales, l'aide financière indirecte qui est versée à un organisme intermédiaire ou à un organisme qui est mandaté par le gouvernement pour offrir des services. Et finalement, le capital de risque et de développement. Il y a 2 exclusions. Notre mandat ne visait pas à réviser le financement de la recherche publique. Ça, c'est hors mandat. On n'a pas fait ça. Et non plus le crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques, que certains connaissent sur l'acronyme CDAE, ou encore le crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation, le C3I, ne faisait pas partie de notre mandat. Alors, comment on travaillait? On travaillait en comité de travail. 5 membres du Conseil de l'innovation, du Conseil d'administration, du Conseil de l'innovation ont contribué grandement. Des personnes, vous en avez 3 ici avec nous, des industriels, des spécialistes de l'investissement, de l'entrepreneuriat, de la recherche publique. Et je les remercie grandement parce qu'ils ont passé beaucoup de temps. Vous allez voir, on a fait beaucoup de travail. Et pour nourrir notre réflexion, évidemment, il y a des personnes qui sont venues nous présenter leurs travaux, leurs travaux de recherche, les pratiques qui ont été mises en œuvre dans différents pays et autres choses. Et on a été accompagnés. Ils étaient observateurs, mais ils nous ont permis de voir et de corriger nos perceptions, parce qu'on a toujours des biais, des perceptions. Ils avaient les chiffres, donc nos collègues du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie, ainsi que du ministère de la Finance, étaient avec nous à titre d'observateurs. Ça nous a aidés à dire les bonnes choses. Finalement, les travaux du comité ont constitué à réaliser une revue de littérature et à utiliser des données comparatives pour vraiment se comparer, comprendre ce qui se passe ici et ailleurs. On a eu la chance d'être accompagnés d'experts internationaux de différents pays. On a étudié ce qui se passe en Allemagne, en France, au Canada et en Belgique. Et on a pu, grâce à des entrevues dirigées, puis le sondage auquel Luc faisait référence, aller chercher beaucoup plus de connaissances sur ce que vivaient les entreprises et ce qu'ils pensaient des mécanismes d'appui. On a tenu 7 ateliers, le comité de travail, et 2 jours de retraite avec les experts nationaux et internationaux. Alors, il y a 13 recommandations au travail et l'ensemble des travaux du comité les ont définis à travers 3 axes d'intervention et 2 conditions de succès. Alors, les 3 axes, inciter, accélérer, protéger, je vais compléter ces verbes-là, mais inciter les entreprises à investir davantage en R&D, vous ne serez pas surpris avec les chiffres qu'on vient de vous présenter, accélérer la mise en marché des innovations et protéger et par le fait même multiplier les investissements réalisés. Les 2 conditions de succès sont les suivantes: simplifier les processus administratifs des programmes et le traitement des demandes et mesurer la performance pour optimiser l'atteinte des objectifs. Alors, au Québec, pour stimuler la R&D des entreprises, il y a différents outils. Je vous rappelle, il fallait faire tout ça à coût nul. Alors, il fallait se donner
un angle d'attaque au mandat. C'est quelles étaient nos grandes idées qui allaient nous aider à faire ça. Je vous les présente. Je suis perdue dans mes pages. Quoi changer, comment modifier, quoi améliorer, etc. Alors, on ne s'est pas limité à juste réviser les politiques et les investissements. On a réfléchi plus largement à ce que ça demande, ce qu'on doit fournir aux entreprises aussi pour qu'elles puissent innover et aller jusqu'au bout. On a vraiment mis la lunette innovation. Comment on fait en sorte qu'on puisse vraiment dire qu'on innove, et puis on en parlera plus tard, mais vous savez que l'innovation, elle est vendue, elle est mise en œuvre, elle est utilisée. Ce n'est pas une idée, mais c'est quelque chose de très concret qui a fait tout le chemin et qui a été reconnu comme étant d'une grande valeur. Donc, on a mis cette lunette-là. Et pour nous, ça voulait dire, dans la R&D, dans le regard sur la fonction R&D, un peu plus d'énergie sur le D, si je mets ça simplement. Puis ça voulait dire aussi d'inclure les activités de pré-commercialisation. Alors, on a aussi voulu mettre en évidence les grandes forces du Québec. Et ça, c'est revenu souvent, les grands talents, les secteurs de pointe, nos entreprises qui excellent. Ben, merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Et bien, justement, pour parler de ces recommandations-là, dans ces blocs-là, on a le plaisir d'accueillir Chantal, Germain, Sylvie, qui ont été membres du comité avec Franz également. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'apporter votre expertise, puis de vos lumières hein, sur les travaux des experts, les mémoires des experts, les informations qui ont été collectées de l'international, qui ont été collectées auprès des entreprises. Au niveau des recommandations, dans ce premier bloc qui est d'inciter, hein, on parle de... Et le rapport vous sera remis ici en ligne. Alors, le premier bloc, pour inciter, ce qu'on constate, c'est que les entreprises nous ont dit à quel point les incitatifs financiers sont orientés sur la recherche fondamentale et le support des travaux en amont. On parle des crédits d'impôt qui ont des critères qui sont définis au fédéral, qui sont focalisés sur des travaux de recherche en amont, où la barre de l'incertitude scientifique semble toujours monter sans cesse. Au provincial, les subventions sont plus généreuses pour les projets en recherche plus fondamentale et sont moins disponibles pour les travaux en pré-commercialisation. Or, dans le contexte québécois de PME, de petites entreprises, où la recherche publique est d'une très grande qualité, les entreprises créent de la richesse en appliquant la science, en créant des produits, en les commercialisant avec force. Elles manquent de savoir-faire pour le faire, de ressources financières et réalisent mal le niveau d'ambition requis aujourd'hui dans les marchés internationaux. Alors, nous proposons d'inciter les entreprises à investir davantage en R&D à travers 3 recommandations. Rediriger une partie des incitatifs financiers des activités de recherche fondamentale vers les activités de recherche appliquées, le développement expérimental, la pré-commercialisation et la commercialisation des innovations. Deuxièmement, de renforcer les compétences des dirigeants en matière de développement, de gestion, de commercialisation, de gestion de l'innovation et de la R&D au sein de leurs entreprises. D'inciter les entreprises à accélérer leur mise à niveau de leurs infrastructures numériques et technologiques. Les entreprises productives ont les marges pour investir en R&D. Alors, Germain, notre grand industriel du Québec, pourquoi rediriger une partie des incitatifs financiers vers les activités de recherche appliquée, vers les activités de commercialisation des innovations? Très bonne question. On a eu de très bons débats, très animés sur le sujet. Puis, franchement, je pense que c'est un élément qui est fondamental pour assurer le succès économique à long terme au niveau du Québec. C'est vraiment de dire comment on est capable, puisque c'est à budget neutre, puisque c'est
en redistribuant. Comment on peut redistribuer pour avoir beaucoup plus d'impact? Un élément qui est fondamental, c'est on peut tenter d'inventer, mais la plupart des vraies innovations qui sont amenées à succès ne sont pas parties d'inventions nécessairement qui sont locales. La plupart des entreprises qui ont beaucoup de succès à l'innovation n'ont pas nécessairement inventé les technologies de base. Et puis, éventuellement, c'est vrai qu'on est capable de les utiliser, les technologies, les idées, les concepts, et de les amener à un succès commercial. Pour moi, la mesure de l'innovation, ce n'est pas en nombre de brevets, mais c'est clairement en part de marché, en impact économique qu'on est capable d'avoir. Si on n'a pas d'impact économique, l'innovation, à la fin, elle est sans importance. Il faut être capable d'en faire un impact économique important. Et ça, c'est clairement, pour moi, une conviction. Et clairement, toutes les consultations qu'on a pu faire, je dirais, vont dans cette direction-là, mais on veut aller plus loin. Alors, moi, je pense que pour le Québec, il faut être capable de plus en plus d'être spécialisé, de focuser davantage, de mieux reconnaître la partie transformation de l'innovation en commercialisation, en idée. Alors, ce n'est pas que le brevet qu'il faut aller chercher. Comment on est capable, dans un contexte 2024, où les cycles d'innovation sont beaucoup plus rapides, de convertir des grands concepts en succès commerciaux? Alors, là-dedans, d'abord, les entreprises elles-mêmes doivent être beaucoup plus sélectives, beaucoup plus en mode innovation de rupture et non pas innovation incrémentale seulement. On peut faire de l'innovation incrémentale, pire que ça, on peut devoir faire toujours du rattrapage. Donc, il faut être capable, au niveau des entreprises, de faire des choix, mais il faut être capable de vraiment mettre une emphase beaucoup plus grande au niveau de l'innovation. Donc, on peut inventer, mais il faut innover et commercialiser, et la mesure, c'est les résultats en croissance de chiffre d'affaires. Ça, pour moi, c'est définitivement très important. Faire moins, faire mieux, puisqu'on va travailler dans une approche à budget avec une enveloppe fermée. Donc, je pense qu'une approche où on va focuser davantage sur la commercialisation, la sélection et puis la différenciation au niveau des innovations de rupture vont nous amener à avoir beaucoup plus de succès au niveau commercial et beaucoup plus de succès à l'exportation. La vraie mesure de richesse, la vraie richesse se crée à l'exportation, donc c'est fondamentalement très important. Donc, juste investir dans la recherche fondamentale ne nous amènera pas le type de succès. Et la majorité des grandes innovations d'entreprises québécoises n'ont pas été à la base des inventions, mais comment mieux exploiter une opportunité et de la convertir en succès commercial. Alors, je pourrais vous donner des tonnes d'entreprises qui le font bien. Et c'est ces entreprises-là qui ont vraiment du succès. C'est ce qu'on a tenté de faire, nous, chez Expo. Et c'est vraiment ce qu'on veut recommander, de le faire de façon beaucoup plus pertinente, de supporter les TRL élevés, 6, 7, 8, 9, de faire en sorte que l'innovation, mais la commercialisation puisse donner l'impact. Bien, merci beaucoup. On est chanceux d'avoir au Québec de la recherche fondamentale de grande qualité dans nos universités. Il faut continuer à le soutenir, il faut continuer à investir dans la recherche fondamentale. Ici, quand on parle de soutenir les entreprises dans leur commercialisation, c'est vraiment au niveau des entreprises. Puis justement, dans les universités, puis Sophie, tu as bien mis la table tout à l'heure en disant on est allé au-delà des mesures incitatives financières. Et là, on parle de soutenir le développement du savoir-faire des dirigeants, des dirigeantes, des compétences. Pourquoi c'est important de développer ça, les compétences en gestion de l'innovation, gestion de la R&D, gestion de la commercialisation? Ce qui était évident quand on voit les succès d'affaires des entreprises qui ont développé la compétence de gérer le processus de l'innovation, développement des nouveaux produits, des nouveaux procédés, des nouveaux modèles d'affaires, on se rend compte qu'il y a une grande valeur à le faire. Mais au Québec, on se rend compte qu'il y a trop peu d'entreprises qui innovent, qui décident d'embrasser l'innovation. Et ce qu'on a constaté dans l'enquête, c'est que les dirigeants manquent de compétences à cet égard-là. Alors, on fait 2 recommandations. Une première qui est plus dirigée vers les dirigeants d'entreprise. Il faut renforcer l'écosystème de mentorat, entre autres, puis offrir plus de formation
pour des professionnels en exercice qui ont envie de faire de l'innovation une pratique intégrée dans leur entreprise. Comprendre ce processus-là, comment on s'organise, comment on le gère, chacune des étapes, et comment on le finance, comment on crée un cercle vertueux dans l'entreprise aussi, parce que lorsque les innovations ont du succès, il faut revenir et réinvestir dans l'innovation. Alors, comment on fait ces choses-là? Bien, c'est des connaissances et des compétences doivent être partagées. Donc, s'intéresser aux dirigeants par des programmes de mentorat, entre autres parce que c'est une pratique qui se révèle à l'international très, très performante. Donc, continuons de le faire. Continuons aussi de développer dans les maisons d'enseignement des cursus, à la fois pour les personnes en formation tout au long de la vie, qui ont envie d'en apprendre plus à ce sujet, mais aussi pour la relève. Initions plus rapidement la relève à la recherche, au processus de recherche, à la nécessité de faire des découvertes. On ne peut pas faire de l'innovation sans recherche. Alors, on n'est pas tous aussi actifs en recherche. Plus fondamentale, les universités, les cégeps sont beaucoup plus actifs à ce niveau-là. Mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas avancer des idées qui n'ont pas été encore mises en œuvre sans cet exercice-là. Mais il faut, pour y arriver, il faut faire plus que ça. Il faut aller jusqu'au bout du processus. C'est ce que Germain explique très, très bien. Il faut réussir à en faire un succès. Un succès commercial, un succès qui améliore la productivité, etc. Et on forme peu les jeunes dans les écoles à l'innovation, à chacune de ces étapes clés. On apprend tout ça sur le tas. Et je pense qu'on doit faire des efforts pour former mieux les futurs ingénieurs, les futurs, tout le personnel, tous les futurs professionnels, parce que l'innovation, il y en a partout. Hein, on en veut dans le système de la santé, en éducation, etc. Donc, et particulièrement les gens qui vont se retrouver dans les entreprises, parce que là, c'est l'objet de notre mandat. Un autre sujet sur lequel on fait une recommandation, c'est la transformation numérique, hein, l'intégration, l'usage des nouvelles technologies, de mise à jour des infrastructures technologiques des entreprises. Puis là, j'entends la question, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Pourquoi on fait? Pourquoi c'est important de faire ça? Oui, bien, rapidement, simplement, on sait bien qu'une entreprise qui n'a pas de marge, qui est à côté, excusez l'expression, mais qui est tout le temps sur la ligne, c'est très difficile d'innover. Donc, et on a un retard au Québec qu'il faut combler en matière de numérisation, d'automatisation. Donc, il y a une perspective de productivité, hein, puis Germain va présenter une autre perspective, mais la perspective de la productivité, il faut l'améliorer. Et avec les ressources qu'on peut dégager, on peut s'engager dans des projets qui sont plus conséquents. Mais il faut vraiment réussir à revisiter ça. Puis il y a beaucoup d'innovations qui émanent du secteur de l'intelligence artificielle, du numérique, etc. Donc, il y a des retards à combler. Oui, Germain, justement. Bien, tout à fait. Très bon point, Sophie. J'ajouterais d'ailleurs sur au niveau des compétences. Les compétences d'innovation dans les organisations, c'est souvent, ça passe beaucoup par les processus. Comment on innove dans une organisation, c'est pas les gens avec génération spontanée d'idées, c'est des processus de filtrage, comment on converge vers les idées les plus innovantes, comment on les priorise, comment on s'assure d'avoir un processus qui est bien fait de ce côté-là, des processus d'innovation, de gestion de portefeuille, de portfolio management. On gère des portefeuilles d'investissement en bourse. Gestion de portefeuille d'investissement en R&D, en innovation, c'est la même chose. Les processus de lancement pour avoir vraiment une grande efficacité. Alors, juste pour dire que la formation, Sophie, je suis tellement d'accord avec toi à quel point c'est important. Maintenant, lorsqu'on parle des infrastructures de base dans les entreprises, est-ce qu'elles ont les outils de base? Est-ce qu'elles sont structurées pour être compétitives? Est-ce qu'on a les outils de gestion financière? Est-ce qu'on a les outils de gestion par exemple, d'opportunités, de CRM, qu'on appelle dans le jargon? Est-ce qu'on a les outils de base pour faire de la robotisation? Pour moi, tous ces outils de base, c'est un peu comme avoir les conditions sanitaires requises pour être capable de jouer dans la game. Si on n'est pas compétitif, ce n'est pas par l'innovation qu'on va se transformer. Donc, s'assurer que les organisations vont faire
vont avoir la base pour la productivité, de la robotisation, de tout ce qui est l'ouverture sur les fenêtres électroniques, des choses comme ça, commerce électronique. Bon, ça, c'est les conditions de base par lesquelles elles vont ensuite pouvoir s'élever au deuxième niveau et de pouvoir entrer vraiment dans une game d'innovation, de compétition et de gain de part de marché. Il faut d'abord savoir marcher avant de courir. Et l'innovation, c'est, on espère, propulser au prochain niveau les organisations. Il n'y a pas meilleur moyen, il n'y a pas meilleur soutien financier que ses propres profits pour investir. Alors, j'enchaînerai vers le deuxième bloc des recommandations pour accélérer. Alors, dans les consultations qu'on a faites, quand on a examiné comment les autres nations, autres sociétés dans le monde procèdent, il y avait quelque chose d'assez unanime, c'est que la notion de saupoudrage des aides sur tous les fronts, c'est moins efficace, moins productif. Et si on veut développer des niches et des secteurs économiques forts, des champions de l'innovation. Donc, les entreprises, en plus, qui ont une expérience en innovation, celles qui font déjà de la R&D, celles qui ont déjà démontré un momentum, sont beaucoup plus performantes en termes de retour sur l'investissement des incitatifs financiers. Alors, nous proposons d'accélérer la mise en marché des innovations à travers 4 recommandations. Premièrement, de prioriser des secteurs et des niches stratégiques pour le Québec. De miser sur les entreprises à fort potentiel répondant à des critères stricts de croissance et d'exportation en leur offrant des services à haute valeur ajoutée. De développer des laboratoires d'innovation dans des secteurs stratégiques et de renforcer les capacités de l'écosystème de fonds de capital de risque en développant la relève et assurer une masse critique des gestionnaires d'expérience. Alors, beaucoup d'éléments ici à discuter, mais je passerai la parole à Chantal, peut-être pour parler de cette notion-là, de l'importance de prioriser sur des secteurs, prioriser certaines entreprises performantes. Effectivement, je pense qu'on a au Québec, on s'entend tous pour reconnaître qu'on a certains secteurs où on est vraiment fort, où on a vraiment développé une compétence, une expertise sur des marchés internationaux même. Alors, la recommandation du comité là-dessus est de dire, bien, misons sur ces forces-là. Il y a déjà au Québec un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut prendre appui pour éviter un éparpillement qui dilue finalement l'impact des soutiens financiers qui sont offerts. Alors, d'une part, les secteurs à fort potentiel devront être identifiés avec des critères de performance stricts, mais aussi, à côté de ça, des entreprises qui existent déjà, qui ont un fort potentiel de croissance, souvent déjà en technologie de rupture, qui sont des entreprises qu'on devrait outiller davantage, prioriser, chouchouter pour leur donner l'occasion de grandir davantage. Et ils sont déjà comme sur la bonne ligne, là, de leur donner le petit bout de plus pour aller plus loin. Alors, tout ça, c'est dans le but de maximiser. On essaie d'avoir... on avait un impact à coût nul. Qu'est-ce qu'on fait de plus avec ce qu'on a déjà, de mieux, en fait? Alors, ça se déclinait en 4 trucs très précis pour nous. D'abord, les identifier, ces secteurs stratégiques-là. Le gouvernement aura à le faire avec des entreprises prioritaires là-dedans. Rééquilibrer les budgets pour majorer l'aide qui leur sera apportée. Bonifier le soutien aussi qu'on va leur donner, parce que ce n'est pas juste des sous, c'est un accès privilégié, c'est accélérer les processus pour eux. Le terme chouchouter, je pense, c'est le bon. Qu'est-ce qu'on peut... Celui-là, il n'était pas écrit dans le rapport. Non, mais... il n'est pas là. Et la dernière chose, par contre, qu'on a mise dans le rapport, c'est de quand même garder une ouverture pour ce qui n'existe pas actuellement, mais qui va exister demain, la semaine prochaine, le mois prochain, pour garder d'ouverture aux marchés émergents, aux technologies qui pourraient se passer. Alors, garder une porte ouverte. Oui, c'est ça. On parle de rééquilibrer, on ne parle pas d'éliminer. Hein. Donc, on veut surprioriser les domaines porteurs, mais quand même garder le support à d'autres domaines. Bien, justement, Sophie... Sylvie. Ça se ressemble. Ça se ressemble. Surtout qu'on est côte à côte. Oui, c'est ça. Alors, excusez. Bien, écoute, je peux prendre le relais, Luc. Oui. Il y avait des études récentes là, de Réseau Capital qui ont quand même fait ressortir les défis pour le Québec en ce qui concerne le capital de risque. On a dit, entre autres, qu'il y avait une balance négative des flux d'investissement en capital de risque pour le Québec,
Puis, on a un faible nombre d'investisseurs de capital de risque actifs au Québec. Et devant ça, Sylvie, on a voulu renforcer les capacités. On a vu qu'il y avait du travail à faire de ce côté-là, renforcer les capacités de l'écosystème de fonds en capital de risque. Qu'en penses-tu? En fait, c'est très important parce que la disponibilité des investissements en capital de risque, c'est essentiel pour stimuler la R&D et l'innovation. Ça l'amène des nouvelles technologies, la création de nouvelles entreprises, le développement de nouvelles entreprises, de nouvelles technologies. Alors, c'est essentiel pour l'économie du Québec. Ce qui est important de noter aussi, c'est que nos gestionnaires en capital de risque n'apportent pas seulement que de l'argent, ils apportent aussi de l'accompagnement, de l'expertise, des réseaux de contacts. Et ça permet de mieux innover. Et en innovant mieux, on peut à ce moment-là vendre plus, donc développer des nouveaux marchés. Alors, bien qu'il y ait eu une très belle progression au cours des dernières années, il y a encore certains défis qui demeurent. Et c'est pour cela qu'on a fait 2 recommandations dans notre rapport. La première recommandation, c'est vraiment de développer des incitatifs pour consolider les liens internationaux entre les acteurs clés du capital de risque et les entreprises financées. Et la deuxième recommandation, c'est vraiment une recommandation pour que le gouvernement, les acteurs clés, les leaders dans l'écosystème du capital de risque développent ensemble un plan d'action concret pour qu'il y ait une masse critique de gestionnaires d'expérience en capital de risque. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans le rapport. Oui, puis on a eu le privilège de travailler avec les gens de Réseau Capital, qu'on salue et qu'on remercie. Leur rapport d'état des lieux, de la situation a servi pour comprendre. Et c'est avec des acteurs qu'ils mobilisent qu'on pourra faire les prochaines étapes. On a parlé de laboratoire d'innovation. Ça, c'était, hein, Sophie, quelque chose de... C'est un terme que vous avez, entre autres, entendu dans le budget. C'est un terme qu'on aimerait un peu expliquer ici. Hein. Laboratoire d'innovation, pour nous, ça veut dire peut-être pas créer quelque chose de complètement neuf, mais plutôt de regrouper des forces et des ressources existantes autour de cette notion-là. Pourquoi on fait ça? Bien, on part de la prémisse que la R&D aujourd'hui est complexe, hein, de plus en plus complexe. Pour pouvoir vraiment apporter des innovations porteuses, il faut mettre autour de la table plusieurs expertises, plusieurs compétences. Et on doit travailler plus en collaboration. Et quand on regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde, ben, les universitaires, les experts terrain, les centres de transfert travaillent ensemble. Et l'écosystème, ici au Québec, il est bien doté. On a plusieurs groupes qui ont plusieurs expertises. Mais là, on considère que c'est le temps de les réunir, de les faire travailler ensemble pour des grandes missions de développement de secteurs porteurs de grands paniers d'innovation avec des capacités importantes. Et ça veut dire mettre nos forces en commun, chercher à créer des leviers plus puissants que ce que l'on peut faire chacun de notre côté. Ça veut dire que tout le monde doit sortir de sa zone de confort. Dire que les universités doivent sortir de leur zone de confort, les entreprises doivent s'engager plus en innovation et sortir de la zone de confort. Et les centres de soutien, tout ce qui est soutien écosystème aussi. On doit trouver les mécanismes pour mieux travailler ensemble, pour faire en sorte qu'on accélère notre capacité d'innover dans des secteurs stratégiques. Et on a tout ce qu'il faut, on a les ingrédients. Là, il faut faire les bons regroupements. Lorsqu'on est capable de le faire physiquement, je pense qu'on recommande vraiment de le faire physiquement parce qu'il y a une proximité. Hein. Quand on arrive et on travaille tous les jours à proximité, c'est autre chose. On peut faire des choses différentes. Quand c'est plus difficile, c'est le faire de façon plus virtuelle. Mais si on ne prend pas ce virage-là, je peux juste vous dire, les autres l'ont pris, le virage. Puis, la recherche a bien démontré que l'idée d'une course à relais où chaque joueur fait son bout de l'équation puis passe le bâton au prochain, bien, il y a beaucoup de bâtons qui s'échappent. Il y a vraiment définitivement beaucoup de bâtons qui s'échappent. Donc, si on peut mieux constituer ces hubs et puis mettre le talent ensemble,
on peut développer une économie beaucoup plus innovante au Québec. Et si on veut aller plus loin, là, il faut faire preuve aussi d'un peu de créativité. Les aides gouvernementales sont essentielles pour dérisquer. Elles contribuent à réduire le risque pour les entreprises et de stimuler les investissements de leur part. Il y a toutefois une opportunité d'augmenter le nombre et les dollars d'investissement possibles, la portée et leur impact, tout en gérant le risque, en aidant les entreprises à gérer le risque et le risque pour l'État également, protéger ses investissements. Alors, dans ce contexte, nous proposons de maximiser la valeur des investissements réalisés par l'État et les entreprises elles-mêmes pour aller plus loin, pour assurer que les retombées soient optimales pour le Québec, en stimulant les chaînes de valeur et renforcer l'adoption d'innovations locales pour développer le tissu industriel québécois, de mettre en place de nouveaux outils pour augmenter la capacité du gouvernement de soutenir le cycle d'investissement en innovation au Québec et s'assurer que le gouvernement renforce la cohésion entre les initiatives de soutien à l'innovation des différents ministères. Alors, Sylvie, pourquoi explorer de nouveaux outils? Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, les aides gouvernementales sont là pour aider, encourager les entreprises à avoir des projets de R&D, d'innovation. Alors, c'est très important. Sachant que le budget est quand même limité, on a réfléchi à quelles seraient les avenues pour maximiser cet impact-là. Alors, c'est sûr que si on regarde aussi en même temps à protéger nos investissements, on peut peut-être considérer certaines avenues comme de faire des prêts qui sont à des conditions favorables plutôt que des subventions, parce qu'avec le remboursement des prêts, on peut à ce moment-là faire d'autres projets, financer d'autres projets. Une autre avenue, c'est d'avoir, de piloter un programme de prêts pardonnables où une partie pourrait être exemptée de remboursement sous réserve de certaines conditions. Par exemple, le maintien d'activités R&D au Québec. Et une troisième avenue, ce serait de piloter un programme de subvention en redevance. Alors, s'il y a un succès, bien, la partie du succès va être transposée en des revenus qui vont revenir, qui vont être remboursés, ou des revenus qui pourront être mis dans un autre projet, un réinvestissement de R&D et d'innovation. Alors, c'est des avenues qui sont proposées dans le rapport. Puis les fameuses chaînes de valeur oui, locales. c'est ça. J'aimerais aussi qu'on hein? mette un petit peu d'emphase là-dessus parce que c'est important. C'est une opportunité pour stimuler la création de chaînes de valeur locales. Alors, d'un côté, on a des donneurs d'ordre qui peuvent vraiment stimuler la croissance des entreprises en les intégrant dans leur chaîne de valeur, en leur offrant, en les supportant avec leur expertise, avec leur réseau, leur marché. Et ça, c'est très important pour nos entreprises, nos PME. Elles ont besoin de ça. D'un autre côté, le donneur d'ordre peut également bénéficier d'une relation avec une PME parce qu'une PME, c'est agile. Ça peut être une belle opportunité pour saisir des nouvelles occasions d'affaires, pour développer des projets de R&D, d'innovation ensemble. Alors, ce qu'on propose ici, vraiment, c'est d'avoir... excusez, je me suis mélangée. Donc, je parlais des donneurs d'ordre, réciproquement les PME. Alors, ce qu'on propose, c'est d'avoir plus de projets de collaboration entreprises et PME et grandes entreprises et centres de recherche pour qu'on ait plus d'innovation au Québec. Alors, on recommande de développer de nouveaux incitatifs entre la grande entreprise, les jeunes pousses, les PME. Et on recommande également de stimuler l'achat et l'usage ou l'usage des innovations développées localement. Et ça peut être fait par l'élaboration de nouveaux mécanismes, de nouveaux programmes à déterminer. Alors, vraiment stimuler la création de chaînes de valeur locales, c'est important. C'est essentiel. Hein? Il n'y a pas meilleure subvention qu'un contrat pour une PME. À un autre niveau, on a constaté là, à quel point il y a de nombreuses initiatives chez différents ministères, différentes initiatives de financement.
Et ça permet de stimuler des activités dans des domaines précis. Toutefois, les initiatives, même si elles sont essentielles, ne tirent pas toujours parti là, des expertises de l'un et de l'autre et dans les différents programmes. De plus, même le MEIE, qui a une vocation transversale, n'a pas toujours les pouvoirs sur les programmes ou politiques publiques des autres ministères en matière de recherche et d'innovation. Alors, on recommande de renforcer les synergies, la cohésion entre les différents ministères dans une vision qui est bien coordonnée, alignée sur des principes et des enjeux de société importants. Ça pourrait donner un petit coup de pouce. Et là-dessus, il y a le dernier bloc. Le dernier bloc qui est dans cet esprit de simplifier et de mesurer. Nos 3 dernières recommandations se concentrent sur des conditions de succès qu'on juge essentielles pour permettre et garantir que les mesures actuelles, celles qui sont déjà en place, et toutes les nouvelles dont on parle aujourd'hui, vont être efficaces, vont pouvoir être mises en place de façon efficace et vont pouvoir être évaluées, mesurées pour s'améliorer sans cesse. Dans nos sondages, on l'a vu, on en a discuté, la lourdeur administrative, mais surtout au niveau de la longueur et l'opacité du traitement, c'est cité beaucoup comme des irritants à corriger pour les entreprises. La variabilité des procédures d'une organisation à une autre, d'un programme à l'autre, le manque de prévisibilité sur les orientations, les dates d'appel à projet sont aussi citées. Alors, nous recommandons de simplifier les processus administratifs des programmes et le traitement des demandes à travers différentes mesures et une réingénierie. Deuxièmement, vous savez, sans données, on navigue à l'aveugle. D'être capable de comprendre la situation permet de s'ajuster. L'évaluation des interventions de l'État doit donc s'appuyer sur des données probantes et complètes. Alors, nous recommandons de publier des données d'octroi de financement pour renforcer l'intelligence d'affaires, la capacité d'analyse et d'évaluer les impacts, les retombées, voire les synergies entre les ministères. Enfin, les indicateurs de performance en lien avec les financements ne sont pas toujours en phase avec les objectifs, la vision de croissance ou d'impact économique. Ces indicateurs de mesure sont souvent le nombre d'initiatives développées, les dollars, mais rarement leurs effets, tels que le succès des organisations qui reçoivent ces aides. Alors, nous recommandons une révision des indicateurs de performance des acteurs de l'écosystème financé par le MEIE. Chantal, tu es une femme d'affaires, d'expérience. Pourquoi c'est important de simplifier les processus administratifs et les traitements des demandes? Bien, moi, je pense que c'est le point le plus important presque du rapport, dans le sens qu'il est transversal. Peu importe ce qu'on mettra en place, qu'on créera comme nouveau programme ou qu'on arrimera, ou dans la mesure où on aura la capacité de simplifier ce qu'on a déjà. On a parlé de cohésion entre les ministères, on parle d'écourter les temps. Là. Quand on a rencontré des experts internationaux, ils nous parlaient de ce qui devait être acceptable ne devait pas dépasser 4 semaines entre la présentation d'un projet et une réponse. Bien, nous, on a des projets, on a des systèmes ici là, qui en prennent 15, puis qui en prennent plus que 15. Alors, il y a assurément un beau travail d'optimisation. Là, on parle d'optimisation dans les compagnies, mais optimisation aussi de nos pratiques de programme pour rendre tout ça plus fluide. Pas juste pour on parlait tantôt des secteurs de privilégiés, mais pour tout le monde. Moi, je fais partie de ceux qui ont subi tellement de retard que quand on a vu tantôt sur l'écran, on parlait les compagnies utilisent en grande partie leurs fonds propres pour innover. Bien, ça peut être une bonne nouvelle. On se dit qu'ils s'autofinancent, mais la mauvaise nouvelle de ça, c'est que c'est probablement tellement complexe qu'ils développent moins parce qu'ils s'en tiennent avec leur propre marge bénéficiaire. Avec la contrepartie de ça, de la complexité, parce que quand on est une PME, on n'a pas les moyens, on n'a pas les grosses équipes d'innovation souvent. On n'avait même pas de poste d'innovateur il y a quelques années dans les compagnies. On commence à en avoir. Donc, tout ça fait en sorte que si on arrivait à être plus simplifier, plus simple, donner des accès et aussi, ce qu'on a mis dans le rapport, du soutien à l'aide. Pour les PME qui n'ont pas les équipes pour supporter la rédaction de tout ça, de l'aide pour le faire, et si possible, une interface commune, tu sais, qu'on mettrait nos données une fois pour toutes, là, puis que tout le monde regarderait dans le même contenant à peu près au lieu de répéter plusieurs fois la même information. Donc, voilà. Simplifier. On te sent parler du cœur. Oui, ça me fait du bien.
Ben, écoutez, ça fait le tour de l'ensemble des recommandations. Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup, Germain, Sylvie et Plaisir. Sophie. Je vais te repasser la parole, mais simplement pour dire que ça donne un bref aperçu. Hein. On fait le tour à haut niveau. On regarde l'ensemble des recommandations, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, bien, le rapport est maintenant disponible en ligne pour que vous puissiez accéder directement à l'ensemble des données, le détail de la description de ces recommandations-là. Et sachez aussi qu'on a fait des travaux aussi beaucoup plus détaillés derrière la scène. Alors, on espère que ces idées vont contribuer à faire avancer le Québec. Nous sommes une nation innovante, il faut l'être toujours plus. On fait déjà des grands pas, on peut être fier de ce qu'on accomplit. Il ne faut pas lâcher le combat. Sophie, je te laisse le mot de la fin. Merci, Luc. D'abord, on est conscient que nos recommandations restent à haut niveau. Je vous rassure, là, l'équipe du Conseil s'est aussi penchée sur différents modes plus précis d'intervention et d'implantation. Mais ça appartient évidemment au gouvernement de décider à ce moment-ci de la mise en place des moyens pour y arriver. Donc, on respecte ça, mais toute l'équipe de Luc et les collègues sont disponibles, là, puis vont continuer d'accompagner pour les prochaines étapes. Mais on voulait aujourd'hui vraiment partager avec vous nos grands principes, les éléments de vision qui ont été mis sur la table, qui ont fait débat, qui ont été challengés entre nous, parce qu'on a des expériences différentes, qui ont été challengés par la réalité des sondages des entreprises et par ce que font nos pairs à l'international et ce que font d'autres pays. Alors moi, je veux conclure en disant, c'est un travail colossal qui a été fait. Je veux remercier l'équipe du Conseil de l'innovation du Québec, Loïc qui est là, qui acceptait de faire des Zooms à des heures pas traditionnelles, puis des fins de semaine, puis de travailler sur les textes, échanger. Alors, un grand merci à toute l'équipe du CIQ, aux équipes aussi des ministères. On a Fatma qui est ici, notre hôte, et José Carl et notre économiste Philippe Mathieu également, notre poète des données, qu'on l'appelle affectueusement. C'est important de baser les travaux sur des données probantes, sur les faits, sur des analyses, sur de la recherche. Et on a une équipe qui a permis de faire ça. On a cité des experts qui nous ont aidés également, qui sont venus contribuer, d'autres qui ont eu des mandats de recherche. Le sondage a également beaucoup contribué. Oui. Alors, à toutes ces personnes, merci, Luc, de les avoir nommés, d'avoir pris mes collègues ici qui ont participé, Franck aussi, qui était avec nous, Saint-Élémy, qui a contribué grandement. Je vous dis merci pour le travail. Je rappelle que le Conseil, cette année, a livré 2 grands mandats prêts pour l'IA. Et puis maintenant, celui-là. Alors, chapeau, Luc, et ton leadership et l'équipe. Et je vous dis merci. Et je serai très heureuse. Je pense qu'on sera tous très heureux d'échanger avec vous et puis de vous entendre sur les recommandations. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne fin de journée. Merci.